Bienvenue dans cette deuxième édition de l'AMS Strasbourg. Je suis ravi de revoir enfin du monde en physique, en présentiel, de faire autre chose que des webinaires. Bienvenue aussi à ceux qui sont online. Donc la première session de ce matin intitulée Microsoft 365, une fin en soi. Point d'interrogation, c'est surtout une question qui est posée avec un sous-titre, une session pour 3 petits points, et ce sera peut-être à vous de vous la remplir en fin de session, de savoir finalement qu'est-ce que la session vous a apporté, est-ce que ça vous a permis de comprendre des choses, prendre conscience, conforter, découvrir. Voilà, donc ça va être une session qui ne sera pas technique, qui sera vraiment plus basée sur des retours d'expérience, sur un petit peu des retours sur ce qui a pu être fait au niveau des activités que je peux avoir sur le marché local. Alors, j'espère que les personnes online auront peut-être aussi des informations à en retirer par rapport à ça. Je vais faire tourner un petit peu la slide avec quelques questions, quelques commentaires. En fait, toutes les phrases que vous voyez là, c'est des phrases que j'ai pu entendre de la part de mes clients quand je vais les voir par rapport à Microsoft 365, selon qu'il l'ait déployé, qu'il ne l'ait pas déployé. Donc il y a pas mal de phrases qui sont sorties. Alors il y en a quelques-unes qui sont en rouge, certaines qui sont en orange, certaines qui sont en vert. En fait, l'idée de ça, c'est il y en a qui sont quand même beaucoup plus à connotation négative, d'autres plus à connotation positive. C'est pas forcément que j'ai voulu axer beaucoup les informations sur le côté un petit peu négatif, mais c'est simplement que c'est la vraie réalité des choses. En fait, j'ai plus souvent des commentaires de ce type-là. Alors, je sais pas si de votre côté, c'est un petit peu des phrases que vous entendez aussi vous au sein de vos structures. Donc, on va effectivement parler de tout ça. Juste pour me présenter très rapidement, donc moi je suis Marc Trottmann, je suis gérant d'une structure qui s'appelle Itizi, qui travaille sur les usages, la gouvernance et l'adoption de la plateforme Microsoft 365. Pour les locaux, je suis basé à Molsheim. Donc je vous retrouve un petit peu mes coordonnées ici, membre d'un certain nombre de groupes. On va parler des labellisations transformation numérique pour la région Grand Est en particulier. Donc j'accompagne aussi les structures à mener des projets de transformation numérique et de pouvoir bénéficier des chèques transformation numérique. Je le présente souvent sous cet angle-là, c'est pas l'angle primordial, mais en tout cas beaucoup de sociétés utilisatrices le voient comme cela. Également au niveau de l'industrie du futur, acteur fort, et je suis au niveau de Numéum, ex-Syntec numérique, membre du bureau régional et en charge d'une commission Digital Workplace au sein de Syntec numérique sur la région Grand Est. Puis accessoirement pour les activités qui sont en dehors de l'informatique, je fais un peu de foot, je dirige une équipe de football féminin et voilà, donc de quoi être occupé. Élément, j'allais dire, le plus important de la journée, c'est un grand merci à nos sponsors de nous permettre de réaliser cet événement-là. En particulier la Caisse d'épargne Grand Est Europe qui nous accueille dans ses locaux. Et puis voilà les autres sponsors que vous retrouverez pour certains sur les petites esplanades. En fait, ils sont en cours d'installation, donc vous aurez l'occasion de pouvoir aller les voir. Ok, donc du coup on va commencer avec quelques rappels, quelques généralités, avec une première citation de Bernard Shaw qui parle sur le changement, sur le progrès. Vous verrez que cette session est très orientée autour de la nécessité de devoir changer son état d'esprit, changer sa façon de voir les choses et d'essayer un petit peu de briser un petit peu une certaine routine. Donc voilà. On va parler un petit peu, planter le décor juste simplement sur qu'est-ce que c'est qu'une Digital Workplace, et puis on fera le lien avec Microsoft 365. On se posera la question si est-ce que vraiment Microsoft 365 est une Digital Workplace ou est une partie du Digital Workplace, donc ces éléments qu'on va évoquer. Alors, quelques rappels. Alors, je vais faire des rappels parce qu'il y a 2 ans, quand j'avais fait la première session de l'AMS, j'avais fait un peu, j'évoquais un petit peu qu'est-ce que c'était que la transformation numérique. J'avais positionné quelques briques. 2 ans,
c'était avant le Covid est passé par là, bah, ça a ni plus ni moins que accentué un petit peu tous ces éléments-là, à savoir que la transformation numérique est axée sur des piliers principaux que sont le client et de plus en plus l'utilisateur, le collaborateur, qu'il soit interne ou même l'utilisateur de manière globale. On axe beaucoup les choses autour des process, des processus. On le verra dans cette session autour des hommes. La partie business model, je me mettrai de côté. Je vais juste évoquer un petit peu la dimension SMAX, qui est une notion un peu syntaxe numérique, numéum, hein, de ces environnements techniques. Hein. SMAX, c'est un acronyme pour social, mobilité, analytics, cloud et sécurité. Hein. Donc, c'est un acronyme qui est sorti déjà il y a au moins 5 ans hein, chez Syntec Numérique, mais qui matérialise bien aujourd'hui les problématiques sur lesquelles on est confronté hein, au quotidien. Dans cette session-là, on va principalement axer les choses autour de cette dimension humaine, hein, humaine au sens comment je me positionne en tant que collaborateur au sein de la société. Mais également sur la dimension en tant qu'utilisateur du système d'information et en tant qu'acteur de process et processus. Donc, on va évoquer les choses. Premier dessin, peut-être une prise de conscience. Encore une fois, je ne sais pas qui est société plutôt société utilisatrice, société client final plutôt que professionnel de l'IT. Vous êtes tous dans des structures type société de services, éditeur de logiciels, où il y a ou pas du tout. Non. Ok. Bah, merci. C'est vrai que la finalité de la session est un petit peu là. J'aime bien ce dessin parce qu'en fait, il matérialise bien la position du dirigeant aujourd'hui et que la transformation numérique, si elle n'est pas impulsée par le dirigeant, bah, ça va être difficile de la mettre en œuvre. Et si on a un dirigeant qui n'a pas pris conscience que s'il ne changeait pas, bah, effectivement, il était sur la voie de l'obsolescence et sur la voie peut-être même de la disparition de son entreprise, bah, c'est un élément effectivement important à tenir compte. Par rapport à la digital workplace, juste une définition. Alors, je prends une définition parmi tant d'autres. C'est une définition qui est un peu partisane que je l'ai prise. C'est simplement parce que c'est une définition que j'ai prise sur le site de Jalios. Tout simplement parce que Jalios est en sponsor. Donc, je dis, je vais pouvoir leur faire référence par rapport à leur définition, en fait, hein, de ce qu'ils ont pris sur la digital workplace. Hein. Donc, environnement numérique où chaque collaborateur accède quotidiennement selon ses rôles aux informations, aux connaissances, aux applications et aux personnes pour travailler ensemble efficacement. Il y a quelques notions qui manquent à mon sens. Hein, c'est la notion de lieu, la notion de temps. Hein, la notion de périphérique sur lequel on adresse ces éléments-là, mais globalement, effectivement, quand on est sur l'aspect humain, c'est vraiment ce que l'on souhaite donner aux utilisateurs, c'est cet environnement numérique de travail. J'aime bien rajouter moderne aussi, hein, parce que effectivement, les utilisateurs, ils ont un environnement numérique. De temps en temps, il n'est pas forcément très moderne. On ne voit pas forcément trop, mais c'est aussi une petite synthèse des différentes composantes que communément on adresse à l'intérieur de cette notion de digital workplace. On ne va pas forcément les passer en revue, mais si vous êtes utilisateur de la plateforme Microsoft 365 et du panel d'applications qui composent l'environnement Microsoft 365, vous verrez que chacune de ces applications, on va être en capacité de pouvoir les positionner dans ces briques. Que ce soit la partie sociale intranet, effectivement, bah, entre Yammer, SharePoint, on est complètement dedans. Sur la partie communication, le volet Teams sur la communication. Oui. Je le prendrai pas mal, hein, vous inquiétez pas, hein, si vous partez. Hein. De toute façon, les sessions sont enregistrées, donc voilà. Donc effectivement, donc social intranet, on est très orienté SharePoint. Communication, on est très côté Teams, mais Teams communication. Hein, et ça aussi, c'est un élément que je vois beaucoup. Teams est beaucoup utilisé en entreprise sur le volet communication. Voilà, sur des fonctionnalités qui pourraient être utilisées depuis 15 ans avec Skype, mais bon, c'est pas grave. Hein, voilà, maintenant ils sont utilisés avec Teams. Le volet collaboration, effectivement, on va avoir Teams. Sur le volet process, on va avoir potentiellement la Power Platform de manière globale. Sur la partie gestion de la connaissance, qui est à vie perso et un peu le parent pauvre à l'instant T de la plateforme Microsoft 365, je
profite que Sébastien soit là parce que c'est un grand fervent de Syntex et autres. Voilà. Je crois que ta session est sur Syntex. Non, pas sur Syntex aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, donc Syntex qui commence un petit peu à être sur des aspects autour de la gestion de connaissances. Donc voilà, on se retrouve effectivement, si on est dans cet environnement-là, à retrouver des applications qui sont dans cette mouvance. Alors, encore une fois, je fais une petite référence en termes de généralité sur les Hype Cycle du Gartner. J'ai mis le Hype Cycle 2020, le Hype Cycle 2021, juste pour vous montrer qu'il y a des éléments qui ont un petit peu bougé, il y a des éléments qui ont un peu disparu, il y en a qui sont remontés dans le Hype Cycle, il y en a qui sont descendus. C'est un peu petit effectivement pour les personnes dans la salle, mais c'est assez intéressant de voir. Alors sur la partie droite que la notion de citizen developer qu'on évoquera, qui sera un petit peu évoquée dans certaines sessions autour, qui sont les développeurs autour de la Power Platform, en particulier de Power Apps. On voit qu'effectivement, il y a une certaine maturité par rapport à ça. Il y a l'employé wellness qui a émergé en 2020 et avec des échéances de mise en œuvre de traitement de ces éléments-là qui étaient sur des échéances de 5 à 10 ans en 2020 et qui sont passés de 2 à 5 en 2021. Donc, on se dit qu'effectivement, peut-être que le Covid a permis de faire une prise de conscience un peu particulière sur ces éléments-là. Voilà. Et puis il y en a pas mal encore qui sont en place. La partie Cloud Office a été remplacée par Cloud Content Center Services. Je ne sais pas si c'est globalement les mêmes notions qu'ils ont mis, mais voilà. Donc voilà. L'idée c'est un petit peu de comprendre que le marché bouge beaucoup, que le marché est très fluctuant et très volatile, et que le contexte dans lequel on vit, et particulièrement la crise du Covid, a fait évoluer un certain nombre de choses. Si on arrive sur Office 365, sur Microsoft 365, alors très rapidement, et là je pense qu'on va passer assez rapidement sur ce qui compose Microsoft 365, puisque je pense que vous les connaissez tous, mais j'aime bien les positionner, l'ensemble des applications qui composent Microsoft 365 pour les regrouper par catégorie d'applications qui sont en relation avec l'activité que l'on va réaliser. Les premiers éléments, c'est le fait qu'on retrouve des applications qui sont plus pour une amélioration de la productivité personnelle. Donc, moi, je vois les clients des clients locaux et qu'on leur parle de To-Do et de OneNote, beaucoup débarquent. Ils ne savent même pas que ça existe, alors que ça fait quand même pas mal de temps, surtout pour OneNote, que ça existe. On va avoir des applications pour gérer la masse d'informations qu'aujourd'hui, sur la base de laquelle aujourd'hui on est confronté, avec une nécessité de stocker, de partager et de trouver l'information. Et j'insiste aussi souvent sur la notion de trouver, parce que c'est souvent on a besoin de la chercher, mais on ne focalise pas forcément sur le résultat. Donc c'est une manière un peu globale, on en parlera un petit peu tout à l'heure, de plutôt se focaliser sur les attendus plutôt que sur le besoin, le besoin réel. Si on est sur la communication, on se retrouve à avoir un ensemble d'applications qui vont permettre d'adresser la communication. Teams si on fait de la réunion en ligne, Stream si on fait de la visio, Sway si on veut faire du microblogging, de la présentation. Donc on va avoir tout un ensemble d'applications qui vont permettre de faire cela. Sur la collaboration, l'autre brique, on va retrouver de nouveau un certain nombre d'éléments comme Teams. On va rajouter Forms, on va rajouter List, on va rajouter un certain nombre d'applications. Sur le lien avec le système d'information, les applications métiers, on va retrouver des applications métiers qui sont out of the box fournies par Microsoft, que ce soit Shift ou Booking. Booking qui commence à émerger de plus en plus, en tout cas je le vois chez les clients locaux de plus en plus. La Power Platform qui va permettre d'adresser le développement d'applications, l'automatisation de processus ou le reporting. La capacité d'analyser les informations qui sont mises à disposition avec effectivement Power BI de la Power Platform, mais également My Analytics dans la version personnelle, Workspace Analytics dans la partie globale entreprise, mais là encore une fois, culture française aidant, c'est très peu développé. Sur la partie organisation du temps de travail, on a la partie to-do sur les tâches personnelles, la partie planeur et ce qui est considéré comme des add-ons sur cette gestion-là, qui sont
que sont Project et Visio, que j'avais mis encore en add-on, mais comme maintenant il commence à être intégré dans les abonnements Microsoft 365, on les a plus forcément en tant qu'add-on. Le point important, c'est que ces applications-là sont disponibles également sur environnement mobile. Donc, on va retrouver ces équipements-là sur tous ces équipements-là, avec quelques applications qui complètent sur les terminaux mobiles. Hein, je pense à Office Lens, à Remote, qui permettent de travailler de manière plus uniforme sur ces applications-là, et des applications qui existent dans le store, qui viennent compléter un petit peu les choses. Alors, il y en a une particulière, c'est Whiteboard, qui est dans le store maintenant et commence à être un petit peu plus mature. On en parlera un petit peu aussi tout à l'heure au niveau de l'environnement. Mais FindTime, qui est aussi une application qui permet de travailler, je ne sais pas si vous la connaissez, hein, qui est un peu le Doodle-like intégré à la plateforme, et qui permet d'être beaucoup plus cohérent sur son environnement. Donc, on voit, et c'est ce que je présente à mes clients, en présentant cette plateforme telle qu'elle est comme cela, avec ce panel d'applications et la finalité de ces applications. Effectivement, ils ont un petit peu du mal à s'y retrouver. Donc voilà, je vais très rapidement, hein, je pense que vous n'avez pas découvert des choses. On va aborder les choses sur un certain nombre de questionnements, et revenir un petit peu aussi à la source sur pourquoi déployer Microsoft 365, et d'essayer de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles Microsoft 365 ont été déployés, ou quelles sont les raisons pour lesquelles les uns et les autres veulent déployer. Là, encore une fois, quelques phrases que j'entends, hein, sur des raisons pour lesquelles Microsoft 365 a été déployé. Le télétravail, parce qu'il fallait que je renouvelle mes licences Office, et parce que le prix des boîtes est plus cher que les abonnements, parce que j'avais une autre solution, que c'était compliqué et que les utilisateurs n'arrivaient pas à interagir avec des utilisateurs qui n'étaient pas en environnement Microsoft. Je n'ai pas cité la solution dont je parle. Parce que je dois changer mon serveur de fichiers, j'ai peut-être l'intuition qu'il y a mieux à faire que de changer mon serveur de fichiers et de basculer sur un environnement. Alors, j'ai ce type de phrase, parce que mon concurrent l'a fait. Encore une fois, on est c'est un constat qui est très, je ne sais pas s'il est générique partout dans le monde ou en France, mais en tout cas, c'est une phrase que j'ai entendue plusieurs fois. Hein, je le fais parce que mon voisin l'a fait ou mon concurrent l'a fait. Donc voilà. Et puis voilà. Après, l'idée, c'est de trouver la bonne réponse, la bonne question, et de le faire en pleine conscience, hein, de savoir pourquoi on l'a fait. La problématique qu'il y a derrière cela, hein, c'est que la réponse qui est systématiquement donnée, c'est une réponse qui vient des services informatiques ou qui vient de la direction financière. À aucun moment, c'est un acte qui vient d'une direction générale. Il n'y a aucun argument qui vienne d'une direction générale pour masquer, pour évoquer le fait qu'il y a un déploiement qui a été fait pour apporter de la valeur entreprise. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques opportunités cachées, je mets en parenthèse rarement entendues, sur la notion d'amélioration de l'engagement des collaborateurs, dans la libération de la parole, dans l'autonomie, dans la responsabilisation que l'on va leur donner, ou dans l'accès à l'information, hein, donc information descendante et capacité également à remonter de l'information. L'accroissement de la sécurité, d'accès aux informations et protection contre la perte de données. Donc on va en parler un petit peu tout à l'heure avec le Shadow IT, hein, mais ça aussi, c'est des opportunités qui vont permettre de fiabiliser un certain nombre de choses. Respect de la conformité, hein, donc sur les conformités réglementaires, l'amélioration de la productivité, le numérique responsable, hein, donc la sobriété numérique. Je mets quand même entre parenthèses un vaste sujet, parce que là, il y a des débats, hein, et je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les débats de la sobriété numérique et de est-ce que les solutions cloud sont bien, sont bien ou sont pas bien. Mon avis perso, juste par rapport à ça, c'est que je pense que les solutions cloud sont bien à partir du moment où elles sont bien utilisées. Si on les utilise mal, il valait mieux rester à ce qu'on faisait avant. Mais ça, c'est un avis effectivement perso. En tout cas, l'idée, c'est aussi d'être en capacité à réagir et à être résilient par rapport à des événements qui peuvent intervenir. Voilà. Donc des arguments comme ça, il y en a effectivement un certain nombre. Et souvent dans les sociétés, on est en besoin de passer d'un mode de fonctionnement qui était très centré mail, suite Office, lecteur réseau. Alors en fait,
pas tellement comme ça la situation de départ. La situation de départ, elle ressemble plutôt à ça, parce que les utilisateurs ont commencé un petit peu à passer outre les besoins que l'informatique n'était pas capable de leur apporter en adressant d'autres solutions comme WhatsApp, Messenger, des WeTransfer, des Box, des Dropbox avec des informations qui circulent de tous les côtés. Et passer de là à cet environnement-là, bah, c'est effectivement pas forcément simple pour les utilisateurs en fait, qui se retrouvent effectivement à avoir des habitudes de travail en amont et sur lesquelles on a besoin de leur donner les informations en leur disant bah voilà, je t'ai déployé les outils, maintenant débrouille-toi. Sous-entendu, on essaye de décréter à la personne que voilà, je t'ai donné les outils, maintenant débrouille-toi et tu vas te transformer. Donc c'est à toi maintenant de te débrouiller, on les accompagne pas, on définit pas la structure, on définit pas l'organisation que l'on va avoir par rapport à cela. Donc l'idée c'est aussi de mettre en avant le fait que c'est pas parce que les outils sont à disposition que derrière on va être en capacité d'être dans une utilisation cohérente de son environnement. Donc quelques éléments par rapport au déploiement de Microsoft 365 sur des bonnes pratiques sur le déploiement. Donc déployer, alors c'est un avis un petit peu un peu personnel, mais je pense qu'effectivement on pourra en discuter. Pour moi, la première brique du déploiement de Microsoft 365, c'est moderniser, d'accord. Donc pour tout le monde, c'est facile. Pour moi, le premier, c'est facile, donc c'est super simple. J'ai déployé mon environnement, c'est bon, j'ai les outils, d'accord. On a balayé ça. Sauf que en fait, derrière ce déploiement d'outils, il y a les usages. Et les problématiques des usages, effectivement, elle est souvent découverte après le déploiement, souvent trop tard par rapport au déploiement que l'on va, et on revient sur cette notion de transformation des usages que l'on évoquait tout à l'heure. Et c'est vraiment ces deux problématiques qu'il faut adresser en ayant cette prise de recul. Donc effectivement, moderniser suffit pas, il faut transformer. C'est surtout le point important, c'est de prendre conscience que ce n'est pas que un projet informatique, en sous-entendu projet technique, parce que techniquement ça va marcher, il n'y a aucun souci. J'ai jamais vu un déploiement technique de Microsoft 365 qui ne fonctionnait pas. Donc donner les moyens des outils ne veut pas dire qu'ils seront bien utilisés. Sous-entendu, consommer les outils, c'est pas les adopter. C'est pas parce qu'on a des utilisateurs qui ont les outils que ces outils sont adaptés, qui sont cohérents par rapport à l'environnement. Et au contraire, si on utilise la solution Microsoft 365 sans changer ses pratiques, j'ai mis une petite astérisque parce qu'en fait, je parle de Microsoft 365, mais si on remplace par des solutions qui font à peu près la même chose, voilà, on va avoir exactement les mêmes problématiques à traiter. On n'est pas sur une problématique technique, sur une problématique d'outils. Si on ne change pas ces manières de travailler, on va générer peu de valeur supplémentaire, que ce soit individuellement ou collectivement pour l'organisation. On va, sur un aspect humain individuel, rentrer dans une phase d'adoption de cette culture du changement, en fait, et de cette perception que l'on a de cette transformation qui va être complètement différente selon les personnes, selon le caractère des personnes. J'entends beaucoup de ce qui disent selon les générations, mais c'est pas forcément le cas. Moi, j'ai vu des jeunes vieux et des vieux jeunes, donc c'est pas le problème par rapport à cet aspect-là. Donc, on a souvent de l'incompréhension, de l'anxiété, de la peur et de la frustration pour les plus matures. Donc, quand on va parler de maturité, effectivement, ça peut être également un élément à mettre en perspective. Et l'élément le plus dangereux, à mon sens, c'est le fait que derrière, ça puisse engendrer des effets rebonds, des effets induits qui soient négatifs. C'est-à-dire, je déploie les outils et des phrases que j'ai aussi entendues, c'est « j'y arrivais mieux avant, j'arrivais plus vite avant, c'était plus facile avant ». Donc, parce que cet accompagnement n'a pas été fait. Et ça n'a surtout pas été fait parce que il n'y a pas eu cette prise de conscience qu'il y avait une nécessité de travailler sur la culture de l'entreprise, sur les usages, sur les postures que l'on a face aux outils, sur les aspects d'organisation au sein de la structure, et en un mot sur les hommes et sur l'aspect humain, avec effectivement l'aspect que c'est pas naturel de basculer, d'introduire ce type de changement, que quand
quand on identifie que cette approche est un projet informatique et que c'est entièrement géré par les équipes informatiques. Alors qu'en fait, à base, on a besoin de conduite du changement, d'acculturation, d'adoption, de gouvernance. On va voir on parlera un petit peu des rôles que l'on aura à l'intérieur de ces déploiements. Et le point important par rapport à cela, c'est d'identifier et de prendre conscience qu'à la différence de ce que je disais sur le premier point, où ce n'est pas qu'un projet technique, c'est surtout tout sauf un projet, en fait. C'est surtout une démarche qu'il va falloir mettre en œuvre dans la durée auprès des organisations et être en capacité surtout de prendre conscience qu'il faut impliquer tout le monde dans cette organisation-là. Derrière les outils, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont les organisations qui évoluent, ce sont les hommes qui évoluent, c'est le management qui évolue, c'est les postures qui évoluent. Le Covid l'a encore mis en avant, le télétravail le met encore en avant. La position du manager vis-à-vis de son collaborateur, elle a radicalement changé. Donc on a un petit dessin qui montre un peu les changements les transformations de modèles sur la façon que l'on a aujourd'hui de travailler en organisation, donc avec une organisation qui était très centrée, qui devient distribuée, la notion multi-équipe, qui collaborent plutôt que d'avoir des silos, travailler plutôt sur les attendus plutôt que sur réellement les besoins, parce qu'on a des solutions qui vont permettre d'arriver très très vite à des solutions qui vont être très très répondre à une problématique particulière, donc ce qu'on appelle les quick wins, très très souvent dans les structures. Voilà, donc ça c'est l'élément effectivement qui est l'élément important, c'est que c'est vraiment l'humain qui est un point important par rapport à cela. Et autre dessin, parce que c'est aussi des comportements que je vois assez régulièrement en entreprise, c'est OK, moi je veux bien le changement, mais pas moi en fait. Moi, à partir du moment où ça me change rien chez moi, on va continuer, changer les autres, mais moi, si je peux continuer à travailler comme je faisais avant, ça me va bien, ou si à la limite ça me perturbe dans ma routine, effectivement, je veux bien que vous fassiez changer les autres. En rappel, là aussi, c'était un des slides que j'avais présenté il y a 2 ans, qui sont sur les freins au changement, donc en 2017, sur la base d'une étude BPI. Donc on parlait de la complexité, du manque de compétences, manque de moyens financiers. Une étude qui est intervenue 2 ans plus tard. Je n'ai pas trouvé d'étude 2020 sur le sujet, mais on se rend compte que les freins n'ont pas forcément beaucoup changé. On reste toujours sur ce manque de temps, de coût, sur la complexité et sur le manque de formation. L'élément juste important, c'est que les retours que l'on a sur les entreprises qui ont mené ces projets de transformation numérique, qui ont changé, c'est une amélioration, que ce soit au niveau des ventes, que ce soit au niveau de la satisfaction client ou que ce soit au niveau de l'efficacité opérationnelle. Pour moi, l'avantage l'effet le plus direct d'un déploiement de Microsoft 365, il est sur l'efficacité opérationnelle. Il n'est pas forcément sur le côté directement satisfaction client ou amélioration des ventes, c'est plutôt un effet induit qui est pour le coup plutôt positif. Donc voilà, donc ça c'est le constat. Donc concrètement, comment on fait pour arriver vers cela? À mon sens, il y a vraiment 4 étapes importantes qu'il faut avoir adressées avant cet aspect de modernisation et de transformation. C'est le côté je prends conscience et je comprends ce que je veux faire, sachant qu'on aura toujours besoin d'être dans ce processus d'amélioration continue, de piloter le changement, de gouverner la plateforme, de sécuriser la plateforme et d'engager les collaborateurs. Donc on va être vraiment dans cette dynamique-là. Quelques principes de base, à mon sens, qui sont et qui font partie des phrases que je martèle systématiquement, c'est le besoin d'une vision et d'une stratégie partagée. Partagée par qui? Déjà, le premier, celui qui donne la vision, c'est la direction générale. C'est ce qu'on va appeler tout à l'heure, on en parlera, c'est le sponsor, c'est déterminer où on veut aller. Pourquoi? Quelle est la vraie raison pour laquelle on veut se transformer et dont effectivement un déploiement de Microsoft 365 peut être important, c'est l'ADG doit positionner ces éléments-là.
Après, on a évidemment la DSI, qui elle est souvent le premier acteur dans cet aspect de modernisation. Et comme on est sur un volet humain, il y a la DRH qui est fortement impliquée. C'est trop rarement le cas où la DRH est fortement impliquée. Alors, particulièrement sur la région Est. Région Est, il faut savoir que le marché de la région Est, c'est un marché qui est très orienté PME, ETI. Ces structurations sont beaucoup moins importantes que peut-être dans d'autres régions où il y a des grands comptes, où il y a effectivement cette approche un petit peu plus présente. Maintenant, voilà, je sais que c'est une vraie difficulté un peu partout. Les autres personnes à engager, c'est la communication et particulièrement la communication interne, où là aussi, souvent, au même titre que dans la transformation numérique, on parle souvent de transformation numérique et la relation client. Quand on parle de communication, on parle souvent de communication externe. Et très rarement, on a des organisations qui ont mis en place des structures de communication interne pour fluidifier l'information, pour faire circuler l'information. Alors que dans un projet comme celui-là, où l'information et la circulation de l'information est maître, c'est effectivement important de les avoir. Et les dernières équipes qu'il faut impliquer, ce sont les directions métiers. Parce que le déploiement, c'est pas un déploiement pour se faire plaisir, c'est pas un déploiement qui est simplement là pour dire voilà, j'avais un environnement Microsoft Office qui était un environnement boîte. C'est quel est l'avantage, quel est le bénéfice pour l'entreprise de ce déploiement, et donc c'est quelle est la réponse qu'on va pouvoir apporter aux problématiques qu'ont les directions métiers. Donc ce besoin de cette vision et de stratégie partagée, on a besoin d'aligner les planètes. Si les planètes sont pas alignées, et ça m'est arrivé régulièrement, si les planètes sont pas alignées, je recommande à la société de d'abord aligner ces planètes avant de commencer à déployer, parce que forcément ce sera derrière un échec, et elles resteront sur un aspect qui va être très très orienté autour des outils. Alors juste un macro modèle un petit peu d'organisation et d'identification de parties prenantes qui me semble importante d'identifier à l'intérieur des organisations dans le cadre d'un déploiement de solutions comme Microsoft 365. Je les ai classifiées avec des typologies de ressources qui peuvent être internes à l'organisation, qui peuvent être internes ou externes à l'organisation, ou qui sont radicalement pour le coup externes. Donc on va regarder un petit peu tout ça. La DG, évidemment, j'en parlais tout à l'heure, c'est la planète principale. Son rôle, c'est d'être sponsor. C'est à elle de donner la direction à suivre. C'est à elle de définir vers où on veut aller dans le cadre de ce déploiement. Les triptyques DSI, DRH, direction de la communication, ces structures-là vont avoir la nécessité d'être en capacité de mesurer exactement ce qui se passe par rapport à cet environnement-là. Donc après, on s'appuie ou pas sur un chef de projet qui est préférablement interne, mais qui peut effectivement également être pour le coup externe. L'implication des directions métiers et des managers et du middle management surtout aussi, parce que c'est aussi eux qui ont une problématique, c'est qu'ils sont un petit peu en ciseaux ils sont eux-mêmes managés de managers et managers de managers, donc ils ont un peu les deux problématiques. C'est des personnes, et on le voit aujourd'hui dans le changement, dans la mise en place du télétravail, que c'est ces personnes-là qui souffrent le plus en organisation aujourd'hui, et qui ont besoin d'avoir des outils et des process et des façons de travailler, qui ont besoin d'être accompagnés, parce que là où avant il suffisait de passer la porte pour aller voir son collaborateur, maintenant si son collaborateur est à distance 2 jours ou 3 jours par semaine, c'est effectivement un petit peu plus compliqué. Après, on a l'implication évidemment des utilisateurs métiers, et je recommande au sein des organisations, et là c'est un discours que je pense qui est assez martelé par tout le monde, d'identifier des relais, des ambassadeurs, des ninjas, des champions, après vous les appelez comme vous voulez, mais d'identifier des personnes qui ont une sensibilité, une maturité numérique pour essayer évidemment maîtriser les outils, mais qui ont aussi une sensibilité business, une sensibilité fonctionnelle pour être en capacité d'accompagner les utilisateurs qui pourraient être en souffrance, mais également être en capacité de pouvoir remonter des problématiques qui n'auraient pas forcément été identifiées par les utilisateurs, qui sont effectivement eux aussi à engager dans ce cadre-là. À côté de cela, on va avoir sur le côté fonctionnel pur des administrateurs fonctionnels. Alors j'aime bien les appeler administrateurs, parce que le terme administrateur, quand on vient avec des personnes
personnes qui viennent de l'informatique et de l'IT en particulier, il y a toujours ce rôle d'admin. Hein, voilà. Les administrateurs fonctionnels, c'est effectivement ce que l'on va appeler sur les propriétaires d'équipe ou les propriétaires d'espaces partagés, qui vont également pouvoir, eux, être complétés par ces nouveaux profils hein, que l'on voit poindre, hein, ces citizen développeurs, hein, donc ces développeurs qui sont plutôt dans les directions métiers et qui sont un peu geeks, un peu sensibles aux environnements techniques. Hein, j'ai l'habitude de dire, c'est ceux qui produisaient les fichiers Excel avec 12 onglets, 25 macros qui étaient maintenables. Hein, donc ces personnes-là, il faut les garder, ils sont bien, mais le fait d'avoir la Power Platform maintenant, ça permet un petit peu de les cadrer un peu plus. Donc on a à côté de cela les administrateurs de services SaaS. Hein, donc ça, on est vraiment sur la partie administration de la plateforme, éventuellement des développeurs, hein, mais je devrais éventuellement barrer cette partie-là parce que pour moi, il n'y a pas forcément nécessité d'avoir des développeurs. On le verra un petit peu après sur ce que l'on peut faire. Selon les tailles de structure, des personnes qui coordonnent un petit peu le tout, hein, donc des architectes fonctionnels ou des architectes techniques. Hein, donc la partie grise est plutôt orientée direction métier, la partie verte plutôt orientée dans les équipes IT. Une bonne approche, c'est d'introduire un rôle qui n'est pas encore bien défini, c'est la notion d'architecte collaboratif. Hein, c'est d'avoir ce type de rôle qui est à cheval un petit peu entre les deux. Et évidemment, ne pas hésiter à s'appuyer sur des consultants externes hein, de manière ponctuelle pour adresser des problématiques un petit peu spécifiques, mais on en parlera un petit peu tout à l'heure. Ça fait effectivement un peu armée mexicaine hein, toute cette partie-là. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement ces rôles sont internes ou externes, peuvent être évidemment hein, à temps plein ou à temps partagé, et évidemment quelqu'un peut être mutualisé sur plusieurs rôles. Par contre, c'est de bien distinguer quelle est cette casquette que l'on va avoir hein, quand on va travailler sur ces environnements. En termes de déploiement, la vraie question à se poser, elle est aussi sur cet aspect-là de positionner quelle est l'autonomie que l'on va vouloir donner aux utilisateurs par rapport au contrôle IT. Et cette différence-là, en fait, c'est un petit peu le passage et la différence de ce qu'on disait avant, où on dit je suis administrateur de système informatique, et on passe plutôt vers propriétaire d'espace et avoir plus des notions de gouvernance que réellement d'administration. Hein, donc de bien réfléchir à cette balance et comment on le positionne. Et le positionnement de cette balance, il est clairement en lien avec la culture de l'entreprise. Quel est le niveau de responsabilisation que je veux donner à mes utilisateurs? Quel est le niveau d'autonomie que je veux donner à mes utilisateurs? Comment je vais positionner, quelle est l'importance que je vais donner dans la liberté de parole à mes utilisateurs en interne. C'est vraiment cette philosophie-là qui va positionner quelle est l'autonomie que l'on va vouloir donner aux utilisateurs. Si on discute avec l'IT, dans certains cas, l'IT va dire je suis surchargé, j'aimerais bien en faire moins. Dans d'autres cas, dans d'autres contextes, l'IT n'a pas forcément envie de lâcher parce que voilà, il y a des aspects un peu culturels et ces freins au changement que l'on a sur les utilisateurs pour l'utilisation des outils, on peut également les avoir au niveau des personnes IT quand on bascule d'un environnement on-prem en environnement cloud. Il y a une vraie transformation aussi des équipes IT qui est souvent pas forcément traitée hein, non plus en interne dans les organisations. Donc on a une vraie nécessité d'appuyer la stratégie et d'appuyer ce positionnement de la balance sur la stratégie et la vision de l'entreprise. À mon sens, l'idée derrière cela, c'est de positionner, c'est d'identifier le positionnement là aussi très clair de la structure Microsoft 365, comment on va vouloir la positionner. Dans les organisations qui sont toujours organisées en service, évidemment, on va forcément avoir des applications métiers. Forcément, SIRH, un ERP, un CRM, un outil de mailing, sur des aspects de support, du ticketing ou autre. La vraie question, c'est de se dire comment, parce que si je suis collaborateur RH, si je suis collaborateur finance ou production ou vente, à un moment donné, il y a des processus d'entreprise dans lesquels je vais être en capacité et en nécessité de devoir interagir. La manière de communiquer entre ces environnements-là, c'est bien de travailler sur cette espèce d'épine dorsale, hein, sur ce backbone. Et ce backbone, il est effectivement constitué de cet environnement numérique des utilisateurs. Et la notion de silo, en fait, doit être gommée par rapport au positionnement que l'on va vouloir donner à cet environnement-là et qui va être en lien avec quelle est l'interface, quelle est l'intégration que je vais avoir entre mes outils et mon environnement.
Globalement, il y en a trois, à mon sens. Le premier, le plus à gauche, c'est des systèmes qui sont déconnectés et on a une vraie interface entre les deux, hein, qu'on va automatiser autant que possible, mais c'est une vraie interface. L'élément du milieu est plus de l'ordre de l'intégration, sur lesquels on va pouvoir le compléter avec une brique en interne qui va pouvoir, une application spécifique qui va pouvoir récupérer des informations. On le verra un petit peu après. Et le dernier, c'est éventuellement d'avoir une application qui est complètement développée sur l'environnement Microsoft 365 directement. Puisqu'au final, hein, si on dit que cet environnement numérique de travail, on le place sur du Microsoft 365, on se retrouve à avoir l'ensemble de ces structures qui sont ici. Et sur le deuxième volet d'interfaçage et de l'application métier et de lien avec des applications et des référentiels extérieurs, c'est l'utilisation de Power Apps et de la Power Platform, hein, typiquement, qui va permettre d'adresser ces problématiques-là. Donc ça, c'est pour moi une cible sur laquelle il faut effectivement positionner Office 365. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'application métier. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire avec Microsoft 365, hein, mais effectivement, c'est cette dimension application métier qu'il faut effectivement prendre en compte. L'autre question que j'entends souvent, c'est doit-on faire en interne? Alors, c'est pas plutôt la question qu'on pose, il y a souvent des postulats qui sont faits, non, mais c'est bon, on va le faire. On va le faire nous-mêmes, on a besoin de personne, on va le faire. Je positionne juste quelques questions par rapport à cette notion d'un développement en interne. C'est réellement, est-ce qu'on a compris les enjeux? Est-ce qu'on a réellement compris qu'est-ce qu'il y a derrière cet environnement? Quand on dit j'ai besoin je vais faire les choses en interne, est-ce que réellement on a le bon niveau de compétences, les bonnes personnes en interne qui ont bien la compréhension globale de la plateforme et qui sont en capacité de réagir à des problématiques métiers en ayant toute la compréhension de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'environnement à un instant T. Qu'est-ce qu'il y a à l'instant T? Et c'est ce que je mettais en bas, c'est conscience du temps digital. Hein, c'est qu'aujourd'hui, une plateforme comme Microsoft 365 et tous les logiciels SaaS d'ailleurs hein, sont dans ce rythme-là, c'est que les évolutions, elles arrivent en flot continu. Je sais qu'en 2019, il y a eu 36 000 évolutions fonctionnelles sur la plateforme Microsoft 365. 36 000. Alors évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Par contre, je ne suis pas certain qu'une structure utilisatrice de Microsoft 365 soit en capacité d'intégrer qu'il y a eu 39 000 évolutions fonctionnelles et surtout être en capacité de pouvoir anticiper des évolutions qui seraient à venir. Donc, il y a pas mal de questions à se poser et qui arrivent finalement à un schéma, c'est est-ce que réellement il y a besoin de réinventer la roue en fait, et est-ce qu'il y a plus à gagner à réinventer la roue plutôt que de s'appuyer sur des personnes qui ont cette information-là et qui sont en capacité de pouvoir apporter des réponses sur un temps court, très très rapidement, sur un niveau d'expertise. Donc pour moi, cet aspect-là, il est effectivement important et c'est pour ça que je mettais sur les parties prenantes la notion de consultant externe qu'il ne faut pas forcément sous-estimer. Après, il y a le deuxième volet, là on était sur l'aspect un petit peu humain, j'accélère un petit peu, c'est le volet, est-ce qu'on a besoin d'avoir que Microsoft 365? Est-ce que peut-on potentiellement, est-ce qu'il n'y a pas à l'intérieur de Microsoft, ailleurs chez Microsoft, des solutions tierces qui vont pouvoir répondre à des problématiques-là? C'est pareil, c'est le même schéma. Est-ce qu'on est en train de vouloir réinventer la roue? Souvent, on va vouloir faire dans la plateforme des choses qui existent déjà. Alors, je sais que toutes les organisations sont particulières, elles sont toutes des spécificités, elles vont toutes vous dire, mais chez nous, c'est pas pareil que chez les autres, sauf que quand on prend 90% d'un besoin qui est exprimé, il a déjà été exprimé chez un autre. Et non seulement exprimé, mais souvent, il a été mis en œuvre en plus chez un autre, donc ça peut être intéressant de s'appuyer dessus, et on verra que ça peut même être intéressant de s'appuyer dessus d'une autre manière. Donc, plusieurs aspects. Comment on peut mobiliser l'écosystème Microsoft pour atteindre la cible? Donc, côté Microsoft 365, et je voudrais juste quand même repositionner certaines choses qui vont être souvent des redites. Hein. Donc, c'est effectivement, côté Microsoft 365, on va pouvoir répondre à des besoins avec la Power Platform. Hein, donc, j'en présentais 3, mais on va pouvoir parler de Power Virtual Agent aussi également. Quelques services additionnels, hein, comme en particulier iBuilder, comme Dataverse, comme le Power Portal ou tout ce qui touche autour de l'automatisation de process hein, avec le RPA. Hein, donc ces éléments-là,
elles sont effectivement des forces de l'écosystème Microsoft que l'on va être en capacité pour atteindre la cible. Et on ne va pas oublier effectivement quand même Azure dans cette approche-là qui peut apporter des réponses là. Dans cette journée d'aujourd'hui, dans toutes les sessions que vous allez avoir, majoritairement, vous allez couvrir toutes ces différentes briques en rajoutant Teams encore, que j'ai pas mis là-dessus. Mais vous allez retrouver des sessions sur Power BI, sur Power Apps, sur Power Automate, sur l'IA, sur iBuilder, sur Azure et sur Teams. Donc voilà, la session n'a pas vocation de faire keynote là, mais en gros, voilà, c'est pour vous donner effectivement la notion de ce qui peut être fait par la suite. Peut-être d'autres éléments, c'est les ressources fournies par Microsoft par rapport à ça. Donc, dans la console d'admin de Microsoft, vous avez effectivement le Message Center, qui est un élément important. Élément que je préfère signifier parce qu'il n'a pas été vu par beaucoup non plus, c'est que le Message Center peut être synchronisé avec Planner dans vos actions de gouvernance en interne. Donc, automatiquement, vous avez la fonction de synchronisation. Je voulais vous la montrer, mais du coup, on n'aura pas forcément le temps. Basez-vous sur l'audit log aussi pour récupérer des informations sur votre plateforme. Les rapports d'usage, le Productivity Score, le Content Pack sur les usages analytics au niveau de Power BI. C'est une mine d'informations qui vous montre comment votre plateforme est utilisée. Et il y en a probablement d'autres. Les ressources qui sont fournies par Microsoft pour Microsoft 365, mais qui sont sur des sites annexes. Donc, quelques liens aussi, donc le site d'adoption Microsoft sur lequel vous retrouverez effectivement un certain nombre d'informations. Si vous êtes plutôt sur la partie autour des processus métiers et particulièrement autour de SharePoint et que vous n'êtes pas forcément, vous avez besoin d'avoir des idées de design, le lookbook Microsoft est vraiment super sympa par rapport à ça et en particulier, vous allez retrouver quelques applications métiers comme le Learning Pass qui va vous permettre de mutualiser les ressources de formation, les vidéos que met Microsoft sur les différents sites pour les avoir dans un espace SharePoint que vous pourriez avoir de votre côté, de structurer un espace pour gérer l'onboarding de vos collaborateurs, pour gérer le pré-onboarding de vos collaborateurs, des designs d'applications qui sont liés selon que vous faites un portail, un point d'entrée, une page d'accueil, un site spécifique pour un département, un site spécifique pour un projet. Donc, vous avez tout un ensemble de modèles qui vous sont fournis par Microsoft sur cette partie-là qui sont vraiment hyper intéressantes. Donc, vous avez probablement vu sur Microsoft 365, vous avez aussi la notion de modèle et de design qui sont arrivés dans les sites SharePoint qui vous permettent de designer directement les sites de manière beaucoup plus efficace que ce que l'on faisait avec. Donc là aussi, voilà, il y a des choses qui évoluent, les modèles dans Teams, les modèles dans SharePoint qui vous permettent de designer un petit peu les choses. Plutôt sur la notion d'anticipation, l'URL pour voir la roadmap des fonctionnalités qui sont en cours de développement, en cours de livraison côté Microsoft. Alors, j'avoue qu'elle n'est pas forcément hyper lisible, mais c'est un peu compliqué à la suivre. Et puis, un certain nombre de choses sur les communautés Microsoft. Donc, vous aurez les présentations, vous aurez les slides. Ça, je vous laisserai les présenter. Autour de GitHub, vous avez un certain nombre de référentiels aussi qui vous permettent de faire de la personnalisation, de liste SharePoint, personnalisation, d'avoir des modèles de flux Power Automate. Donc, vous avez tout un référentiel également qui peut être utilisé. L'autre élément derrière, pour terminer, pour accélérer, parce que je vois que ça s'agite derrière, c'est de mobiliser les éditeurs des solutions tierces. On l'a vu tout à l'heure, faites appel à des externes sur des ressources pour comprendre comment on utilise la plateforme. N'hésitez pas à faire appel à des solutions tierces. Moi, je vois beaucoup de sociétés qui hésitent à faire appel à des solutions tierces pour éventuellement ajouter rapidement des fonctionnalités, qui préfèrent plutôt les développer, alors avec 6 mois de décart et avec au final un coût qui est nettement plus important, peut-être pour accélérer le déploiement et l'adoption de Microsoft 365 auprès de l'ensemble de ses collaborateurs. Ça peut être aussi parce que Microsoft ne dispose pas encore de la solution ou de la bonne solution qui répond à votre besoin ou qu'elle ne répond pas du tout à votre besoin.
souvent, c'est moins coûteux que développer, ou des fois, il peut y avoir aussi une notion de contrainte réglementaire que vous pourriez avoir par ailleurs sur certaines parties de votre environnement. Donc, les questions à se poser, c'est quel est l'impact au niveau du budget, au niveau du temps de déploiement, au niveau de la sécurité. Est-ce que ce sera intégré à l'environnement? Je fais un petit lien sur essayer de regarder par rapport au provider d'authentification Microsoft 365 qui vous permet aussi de connecter des applications SaaS avec vos identifiants Microsoft 365 et donc votre Azure AD, donc soit de l'Azure AD B2B, soit du B2C. Donc voilà. Donc vous avez un certain nombre de choses par rapport à cela. Je vais pas. Alors voilà. Quels sont les types de solutions tierces? Il y a les connecteurs de la Power Platform, donc vous les avez. Si on est dans Teams, vous avez tout un ensemble d'applications côté Teams qui sont classées avec un catalogue d'applications qui évolue de jour en jour. Donc, je sais pas à combien ils en sont. J'ai pas coûté, mais c'est en train de dérouler ici. Quelques exemples de solutions françaises. Un peu de chauvinisme pour répondre et qui sont connectés à Microsoft 365 et répondent à certaines problématiques. Vous avez des solutions orientées intranet avec Powell Intranet, avec Jalios, avec Lumaps qui peuvent éventuellement rajouter des fonctionnalités sur vos environnements. Sur l'adoption, une structure Vitivio qui fait quelques composants plutôt sympas. Le dirigeant est de Colmar, donc c'est un peu chauvin, voilà. Je vous le cite. Voilà. Sur la partie chatbot, vous retrouverez Vitivio. Sur la partie gouvernance, Sales Team, Powell Team, encore Vitivio. Je présentais le Waldo sur la gestion de réservation de bureaux et de parking depuis Teams, parce que en fait, l'éditeur de la solution, c'est un speaker d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé par une solution autour de la gestion de réservation de bureaux et de parking depuis Teams, n'hésitez pas à revenir vers moi pour vous mettre en relation avec lui, puisque l'application est gratuite. Donc, si ça peut vous répondre à des problématiques pour le tester, on verra. Voilà. C'est Alexandre Cogna qui est sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en rapport. Sur les aspects un peu réglementaires, je vais rester sur des solutions un peu françaises qui permettent de répondre à cela. Donc voilà, je suis pas sectaire, Microsoft 365, j'en présente d'autres, mais souvent des solutions comme GenSpot peuvent répondre à des problématiques réglementaires de souveraineté, d'avoir une application un peu à côté. TalkSpirit ou Alert font la même chose. Je vais citer Atolia également. Par rapport à cela, parce que aussi c'est une boîte strasbourgeoise en fait qui présente une solution dans ce cadre-là. Quelques alternatives effectivement avec Microsoft Whiteboard et en avant, mais parce que Whiteboard est un sujet aujourd'hui en entreprise sur l'intelligence collective. Donc il y a une grosse évolution de Whiteboard qui arrive actuellement en train d'être déployée. Donc effectivement, peut-être des solutions comme Klaxoon Bicaz vont peut-être pas forcément être aussi pertinentes, mais ça peut être intéressant. Voilà, j'aime bien travailler avec les cartes heuristiques, donc le lien avec MindMeister et autres. Donc vous avez un certain nombre de choses. Juste une petite recommandation, si vous êtes intéressé, je vous recommande d'aller regarder les études de l'ECHO sur les organisations internes. En particulier, vous avez un référentiel sur l'état de l'art et tous les ans, ils la mettent à jour. Vous avez un état de l'art sur les différentes solutions qui vous sont positionnées. Je vous ai mis une présentation effectivement dans ce cadre-là. Je vous laisserai les slides. Juste en conclusion, pour les locaux, n'hésitez pas, il y a Biz & Buzz la semaine prochaine, donc un festival numérique en Alsace. Donc là, j'ai mis juste en avant 3 sessions qui sont organisées par l'ES, mais qui sont parfaitement en ligne avec ce que l'on a évoqué aujourd'hui. C'est la notion de l'humain au cœur de la transformation industrielle, des retours d'expérience sur Microsoft 365. Donc là, j'interviendrai dans cette session, je fais un retour d'expérience très concret sur le sujet, et l'aspect réunion hybride, distanciel, présentiel, comment on aborde les choses. Donc vous avez l'URL Biz & Buzz Alsace, c'est un festival numérique qui a lieu toute la semaine prochaine, organisé par la CCI. Je vous invite effectivement à aller le voir. Pour aller très rapidement quelques conseils pour finir, prenez conscience du temps digital, faites des petits pas, testez les choses, n'ayez pas peur de vous tromper. La seule contrainte, c'est trompez-vous vite. En fait, si vous vous trompez, voilà. Donc c'est pour ça. Allez vite. N'hésitez pas à vous faire accompagner
Sur la partie utilisateur, apprenez à apprendre et apprenez à vos utilisateurs à apprendre. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'élément important. Et je terminerai par une citation, évidemment, parce que c'est traditionnel. Il faut toujours finir par une citation, sinon c'est pas bien. Je commençais par une citation, je finis par une citation, mais je la trouvais drôle en fait. Donc c'est justement dans le cadre, on avance avec des petits pas. C'est de Michel Audiard, donc un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Donc moi j'aime bien être le con qui marche en fait. Donc voilà. Merci à vous.